Salut les justiciables, ici Karim Bouzelga, je suis avocat au barreau de Versailles. Le 9 juin 2018, à Lorient, un véhicule fuit un contrôle de gendarmerie. Dans sa course, il percute mortellement deux enfants avant de continuer sa route. Les deux passagers s'enfuient même à pied et ils sont recherchés pendant plusieurs jours. Quelques jours après, la passagère se constitue prisonnière, elle se rend et elle est immédiatement placée sous mandat de dépôt après avoir été mise en examen pour non-assistance à personne en danger. La non-assistance à personne en danger, on en entend régulièrement parler, notamment lorsqu'il y a des agressions dans les transports et on s'étonne de savoir qu'il y avait des passagers dans le wagon qui n'ont rien dit, qui n'ont rien fait. Et chacun d'entre nous, on se dit, moi, si un jour je suis confronté à une situation de péril, eh bien moi, j'interviendrai, j'appellerai les secours. Et c'est sûr qu'on a tous cette idée-là, lorsqu'on pense à la non-assistance à personne en danger, on pense que ça ne nous concerne pas. En êtes-vous bien sûr? Eh bien, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout et vous allez comprendre que la non-assistance à personne en danger implique des mécanismes psychologiques qui nous touchent chacun d'entre nous. Mais avant ça, est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? Tout d'abord, que dit la loi sur la non-assistance à personne en danger? Eh bien, c'est l'article 223-6 du Code pénal qui réglemente, qui sanctionne cette infraction en disant « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de 15 ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de 15 ans. Alors, pour simplifier, l'article 223-6 fait état de deux grandes caractéristiques. La première, c'est une situation qui nécessite une action. Donc il y a la situation et puis il y a l'action et en fait la non-action, l'abstention volontaire. Si on prend la situation, bien le texte distingue deux cas de figure. On voit qu'il y a deux alinéas. Le premier, c'est pouvoir empêcher un crime ou un délit corporel. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième alinéa, c'est une personne en péril. Alors, qu'est-ce que le péril? La jurisprudence décrit comme un état dangereux ou une situation critique qui fait craindre de graves conséquences pour la personne qui y est exposée et qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves. Donc, le péril, ce n'est pas simplement une supposition, ça doit être quelque chose qui est réellement constaté par le témoin. Donc, il doit évaluer la situation comme étant une situation de péril imminent qui nécessite une action immédiate. La deuxième chose, c'est que il y aura non-assistance à personne en danger à chaque fois que l'on considère que la personne ne pouvait pas se méprendre au vu de son niveau de connaissance, au vu de sa psychologie, de son métier, elle ne pouvait pas se méprendre sur le péril. Et là, on va analyser le niveau d'intelligence, on va analyser la psychologie de la personne. Le deuxième élément caractéristique de l'infraction, c'est l'abstention volontaire. Alors l'abstention volontaire, on pourrait le schématiser comme l'obligation d'agir. Cette obligation d'agir, elle peut se faire de deux manières. Soit vous agissez directement et vous portez secours vous-même à la personne qui est en victime, qui est en danger, soit vous provoquez un secours. Simplement, vous appelez les secours. Et selon les circonstances, vous pouvez même faire les deux, appeler les secours et venir en aide à la victime. Il faut quand même faire attention. Ce texte, il y a des limites. Lorsque on dit d'intervenir, c'est sans risque. Il faut que ce soit sans risque pour la personne qui intervient ou pour les tiers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit dangereux pour vous-même. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on analyse si le témoin a réellement les moyens d'agir efficacement pour sauver la victime, lui venir en aide. Alors, ces critères qui sont des critères qui sont dans le texte, on va essayer de les appliquer à un cas pratique, à cette affaire de Lorient. Alors d'abord, examinons la situation.
Est-ce que la passagère pouvait empêcher le crime ou le délit de se commettre? La réponse, ce sera plutôt non. Puisqu'elle est passagère, ce n'est pas elle qui conduit le véhicule, on ne voit pas trop ce qu'elle peut faire, à part peut-être, et on ne sait pas ce qui s'est dit dans le véhicule, à part peut-être si elle dit qu'il faut s'arrêter, qu'elle demande que le véhicule s'arrête, ça peut être une hypothèse. La deuxième chose, c'est la passagère avait-elle conscience du péril imminent des enfants? La réponse, je dirais, moi, ça dépend. Ça dépend, peut-être qu'elle s'est complètement recroquevillée dans son siège, elle a fermé les yeux pour ne rien voir, et peut-être qu'elle a senti qu'il y avait des véhicules qui étaient percutés, des objets, les enfants, malheureusement, mais qu'elle n'en a pas forcément eu conscience à ce moment-là. Peut-être aussi, et là, on entre dans la notion de sans risque pour elle ou pour les autres, est-ce qu'elle pouvait descendre du véhicule qui était en fuite? Manifestement non, c'est trop risqué de descendre à ce moment-là. Ensuite, on va dire, mais pourquoi vous avez pris la fuite à pied? Eh bien, on ne sait pas ce qui s'est dit dans le véhicule. Là encore, peut-être qu'il y a peut-être eu des menaces, il y a peut-être eu une pression pour qu'elle suive le même mouvement. Et là, on va rentrer dans l'analyse de la relation entre les deux occupants du véhicule. S'il y a une situation d'emprise, eh bien à ce moment-là, on pourra se poser la question de savoir s'il y a réellement eu une non-assistance à personne en danger. Et puis dernière chose, la passagère, une fois que le véhicule a pris la fuite et s'est éloigné du lieu de l'accident avec les enfants, elle s'est peut-être dit, eh bien il y a d'autres passants qui vont appeler les secours. Moi aujourd'hui, vu que les choses se sont éloignées, eh bien à quoi bon pour moi m'arrêter, revenir en arrière et alerter les secours. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans la tête de la passagère à ce moment-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on commence à décortiquer les différents critères de la non-assistance, c'est beaucoup plus compliqué. Malgré tout, je sais que certains d'entre vous, vous allez vous dire « Ouais, mais moi, dans une même situation, j'appellerai les secours, je m'arrêterai, en tout cas, je ne ferai pas de la non-assistance à personne en danger, surtout quand il s'agit d'enfants qui sont percutés, comme ça a été le cas. » Eh bien, voyez la suite et vous allez voir que vous allez être surpris par votre cerveau, puisque votre cerveau, il a un certain nombre de mécanismes qui vont peut-être vous inciter à ne pas agir, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a un phénomène qui a été mis en avant dans les années 60 à la suite d'un fait divers aux États-Unis. En 1964, aux États-Unis, une jeune femme est tuée, agressée et tuée en bas d'un immeuble. Et la presse parle alors de 38 témoins. 38 témoins, 38 riverains qui n'ont rien fait, qui n'ont rien dit. Un témoin qui se tait, c'est un salaud. 38, ça devient monsieur tout le monde. Tout le monde a été choqué par ce fait divers et il y a deux psychologues qui ont étudié ce phénomène en se disant mais qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien ils ont fait des expériences pour identifier le comportement social des individus en situation de danger, en situation d'urgence ou en situation de crise et pour voir si oui ou non ils intervenaient. Eh bien les résultats de cette expérience sont assez édifiants puisque on a identifié que lorsqu'il y a une situation d'une victime qui appelle à l'aide, si le témoin est tout seul, eh bien à 85%, il va intervenir pour aider la victime. Mais on a aussi constaté que lorsque le groupe de témoins était plus nombreux et lorsqu'on était en présence de 4 ou de 6 témoins, eh bien le taux d'intervention descendait à 30%. Installés dans des cabines isolées, plusieurs étudiants cobayes sont invités à communiquer entre eux par un système d'interphone. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au bout de quelques minutes, l'un des participants complices va simuler une crise d'épilepsie et appeler à l'aide. Latané et Darley vont alors découvrir que le nombre de participants change radicalement les comportements et les réactions des cobayes. L'expérience montre que si l'étudiant est seul, il appelle plus rapidement les secours. En revanche, quand il est en groupe, l'étudiant hésite et attend la réaction de ses voisins. Ce phénomène, ils vont l'appeler l'effet spectateur. Et il en est résulté ce qu'on appelle l'effet témoin ou l'effet spectateur. C'est-à-dire que plus le groupe de témoins est présent, moins la victime a de chance.
d'être secouru. C'est assez fou quand on le explique comme ça, mais en réalité, il y a plusieurs explications, il y a 3 grandes explications. La première explication, c'est ce qu'on appelle l'influence sociale. L'influence sociale, c'est-à-dire que le témoin a peur et il préfère se fier au groupe plutôt qu'à son propre instinct personnel. Donc, plus les témoins sont nombreux, moins la victime a de chances d'être aidée. 3 raisons essentielles peuvent expliquer cette passivité. La première, c'est l'influence sociale. Même en situation d'urgence, on préfère se fier aux réactions du groupe plutôt qu'à son instinct personnel. Ici, la fumée devrait alarmer les cobayes. Et pourtant, les gens, dans une situation qui est inhabituelle pour eux, vont avoir tendance à regarder ce que font les autres personnes présentes. S'ils constatent que les autres ne font rien, ils vont penser qu'ils ne doivent rien faire, que la conduite appropriée, c'est de ne rien faire. Une deuxième raison, c'est la peur de faire le mauvais choix face aux autres. De quoi vais-je avoir l'air si je me trompe ? Quitte à agir de façon totalement absurde, comme cet homme dans l'ascenseur, qui choisit de se retourner et de regarder le mur sous la pression du groupe. Il a peur de faire le mauvais choix. S'il évalue mal la situation, il sera mal vu par le groupe. La troisième explication, c'est ce qu'on appelle la dissolution de la responsabilité, c'est-à-dire que le témoin va se dire « nous sommes un groupe, pourquoi moi j'interviendrai plus qu'un autre ?» Et c'est un peu l'idée de si vous vous blessez et moi je suis seul, eh bien j'assume 100% de la responsabilité de vous aider puisque je suis le seul témoin, le seul à être capable de vous venir en aide. Maintenant, si nous sommes 4 témoins, eh bien ma responsabilité n'est plus que de 25% puisque chacun est également responsable de venir en aide. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la dissolution de la responsabilité. Voilà rapidement ce que l'on peut dire en ce qui concerne l'effet spectateur qui nous concerne tous. Et si on ne connaît pas ce mécanisme, on peut se faire prendre. Et c'est comme ça qu'il y a souvent des faits qui se passent dans la rue, dans les transports. Et on voit que la plupart des gens n'agissent pas. Parce que ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder autour de nous, voir ce que font les autres. Et si les autres n'agissent pas, eh bien, on va avoir tendance à s'aligner sur le comportement du groupe et on le fait de manière totalement inconsciente. Le deuxième mécanisme que l'on rencontre en matière de non-assistance à personne en danger, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est en fait lorsque il y a une contradiction, une opposition ou un décalage entre ce que vous croyez, ce que vous pensez, vos émotions et vos actions, eh bien vous allez sentir une forme de malaise. Vous allez sentir de la tension, vous allez être mal, de la culpabilité. Et vous ne pouvez pas rester longtemps dans cet état-là. Il faut trouver une solution pour sortir et retrouver une forme d'équilibre. Eh bien, votre cerveau vous vient en aide à ce moment-là et il va modifier la réalité pour la mettre en cohérence et en adéquation avec votre morale personnelle. Et d'une certaine manière, on va se mentir à soi-même de bonne foi, et tout ça pour pouvoir se regarder en face dans le miroir. Et c'est comme ça que l'on se trouve, entre guillemets, des raisons, des excuses pour expliquer notre comportement a posteriori. On va se dire, il y a d'autres personnes qui vont intervenir, ou de toute façon, la situation n'était pas si en péril que ça. On ne pouvait pas vraiment savoir, c'était pas une agression, c'était juste une dispute. Voilà, toutes ces choses qui vont venir comme des justificatifs a posteriori et qui vont pouvoir nous permettre de retrouver un équilibre face à notre conscience. Oui, je suis à l'heure, oui. Eh bien, la dissonance cognitive, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans la non-assistance à personne en danger, où les témoins vont quand même se dire, mais peut-être que la personne était consentante. Moi, je n'aurais rien pu faire, c'est passé tellement vite. Et on va se trouver des excuses, des explications, mais tout en se mentant à soi-même de bonne foi. Eh bien, c'est des mécanismes qui nous touchent comme aussi bien vous que moi, et personne n'est à l'abri. Maintenant que vous connaissez l'effet spectateur et la dissonance cognitive, eh bien vous savez les mécanismes inconscients du cerveau qui vous poussent à agir dans le sens de la non-assistance à personne en danger. Et maintenant que vous connaissez ces mécanismes,
vous pouvez dire fièrement que vous connaissez ces mécanismes et que en cas de situation de danger, vous ferez bien attention pour pouvoir intervenir, soit en secourant la personne, soit en appelant les secours, peu importe la réaction du groupe. Vous serez peut-être plus vigilant dans la rue, dans les transports, et si ma vidéo a eu cet effet, j'en serais ravi. Le simple fait de connaître l'effet spectateur et ses mécanismes serait déjà un grand pas pour nous pousser à agir. En attendant, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Vous savez que vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo, et c'est important pour le référencement. Quant à nous, on se retrouve pour ma formation gratuite sur la gestion des conflits et je vous dis à très bientôt. Au revoir.